Mort Direct, édition spéciale de la grande inspiration d'automne 2025. Et oui, chaque année, et même 2 fois par année, régulièrement, et probablement qu'on va monter ça à 4 fois par année. Donc, une rencontre qui permet de recevoir un étudiant, un couple d'étudiants qui a fait la formation du certificat et qui a réalisé son plan, comme le dit la chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui a réalisé son projet. Et puis, quand on tombe sur quelqu'un comme aujourd'hui qui a fait beaucoup de photos, ben, c'est intéressant. Vous allez voir, on va voir tout le processus et le résultat qui est terminé aussi. Donc, ça va être très intéressant aujourd'hui. Donc, on va les recevoir dans quelques instants. Et par la suite, vous pourrez poser des questions à nos deux invités, Chantal et Jean, qui, je les invite donc à venir maintenant me rejoindre. Et puis... 1, 2, 1, 2, voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, parfait, parfait. Excellent. Je vais juste... Parfait. Alors, notre format est de la bonne grandeur. Alors, ça va bien tous les deux? Ça va très bien, merci. Absolument. Très, très bien. Bonjour Chantal et Jean. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est tout le temps un petit peu de travail de préparer l'historique d'un projet, puis de faire du ménage dans les photos, puis de les numéroter, puis de penser à ce qu'on va bien pouvoir raconter sur notre projet. Puis, je dois dire à nos spectateurs, à nos invités, qu'on a vraiment deux invités qui ont travaillé très, très fort pour présenter, pour préparer le travail d'aujourd'hui. Moi, ça a été simple. J'ai eu des photos numérotées. J'ai juste eu à les placer dans le PowerPoint. Ça a bien été pour mon côté. Alors, pour aujourd'hui, Chantal et Jean, j'ai une première photo qui montre un peu le résultat actuel. Puis, je vais vous laisser, dans un premier temps, peut-être vous présenter un petit peu. Puis, par la suite, je pense que les premières images vont nous conduire, si on veut, dans la présentation du projet, puis tout ça. Là. Donc, peut-être même commencer. Pourquoi vous avez fait la formation de Solutions ERA aussi? Oui, parfait. Donc, Jean Drainville, aujourd'hui, la formation Solutions ERA, évidemment, nous, dans la description de notre projet, on était dans une maison juste à côté de celle que vous voyez actuellement. Et puis, Oui. notre fille a décidé de vouloir s'en venir dans notre coin. Il y avait un terrain qui était libre, qui appartenait à ma mère, qui est le terrain sur lequel on a construit. Donc, ça nous donnait l'occasion de pouvoir bâtir une plus petite maison que celle qu'on avait où on a élevé nos 3 enfants. Alors, et moi, je m'étais toujours dit, si jamais un jour je reconstruis une maison, ça va être une maison écologique, et 2, je veux me former, m'informer sur comment le faire. Puis, je suivais Solutions ERA depuis quelques mois. Donc, le timing a été excellent. Et je vais vous parler justement dans la présentation d'un peu de la chronologie puis toutes les étapes qu'on a franchies pendant les 2 ans de notre projet. Et je vais surtout mettre l'angle de la présentation sur le volet plus technique, sur qu'est-ce qu'on a décidé d'amener dans ce projet-là, le modèle de gestion qu'on a utilisé, les particularités du projet d'un point de vue écologique, puis point de vue finition. Et finalement aussi, je vais vous parler de la gestion des déchets qu'on a fait, vous parler de la certification, les certifications qu'on a obtenues. Et je vais vous présenter, si ça vous intéresse, le budget complet des coûts de construction de la maison, puis nos défis qu'on a rencontrés et les recommandations peut-être qu'on peut donner aux gens ou les apprentissages qu'on a appris dans cette construction-là. On avait appris beaucoup de choses dans la formation qu'on a pu mettre en pratique. Puis, on nous avait dit de faire attention à certains volets, puis on a pu les vivre nous-mêmes ou en vivre d'autres. Fait qu'on va pouvoir vous en parler également. Exact. Non, très beau programme. C'est bien préparé, votre affaire. Tiens, là, j'ai le partage d'écran. Les gens doivent nous voir tout égal. Fait que je vais nous réduire un petit peu tous les deux. Oui, tout à fait. Puis, il y a juste nos invités, nos spectateurs, si on veut, qui sont là. Si vous ouvrez le micro, vous allez devenir aussi grand que nous. Fait que gardez votre micro fermé tant qu'on n'est pas à la période de questions. Puis, vous allez nous voir comme ça, un petit peu plus grand, mais actuellement, comme vous le voyez, c'est vraiment le PowerPoint là, qui est mis de l'avant. Alors, on commence par ici. Oui, donc on voulait vous situer un peu où on est. Nous on est à la visitation de l'île du Pas, donc, ou appelée l'île du Pas simplement, une île
près du lac Saint-Pierre, un archipel des 103 îles du lac Saint-Pierre, entre Sorel, Tracy et Berthierville, dans la Naudière. Donc, on est relié par un pont sur la rive nord et par, Ouais, par un traversier, pour ceux qui le connaissent, entre Sorel et Saint-Ignace-de-Loyola. On est juste à côté de Saint-Ignace-de-Loyola. Donc, c'est la visitation de l'île du Pas, donc pour vous situer un peu. parfait. Et là, on vous montre le terrain. Donc, à droite, vous voyez la maison où on habitait et on voit bien le terrain qui était vacant. Là, une photo qui a été prise avant qu'on commence tous les travaux, où c'était peut-être même pas dans nos pensées à ce moment-là. Donc, c'est un terrain qui appartenait à ma mère, mais je crois que ça avait toujours été prévu pour faire ça. Pour la petite histoire, c'est un terrain qui appartenait à la famille Drainville. On est très nombreux sur l'île du Pas. La famille Drainville, et ce terrain-là a eu un illustre habitant. Il y avait une maison jusqu'en 1976, et c'est là où est né le ministre Bernard Drainville. Donc, c'était la maison de mon oncle Victor qui restait là. La maison a été déménagée en 1976. Donc, moi, je suis né 2 maisons plus loin, donc j'ai grandi avec toute cette belle famille-là. Et puis, Oui. et le terrain est resté propriété de mon père et ma mère. Et un jour, on s'était dit, on va peut-être construire. Donc, dans les années 90, Chantal et moi, on a planté les sapins et les épinettes que vous voyez en prévision que peut-être un jour, on pourrait se construire. Fait qu'on avait été un peu visionnaire. Donc, on profite aujourd'hui de ces épinettes-là ultra matures pour, du côté nord principalement pour nous protéger du vent et de tout. Ah oui, OK, vent bien. Intimité, mais pas juste ça, le vent aussi. Oui, exact. Donc, et là, on voit d'un autre angle là, les 2 maisons maintenant côte à côte avec un petit chemin qu'on a fait pour permettre à notre petit-fils de venir nous voir à tous les jours. Donc, c'est pour montrer la proximité là, puis la chance qu'on Oui, avait. OK, parfait. Parce que ce qu'on voit un petit peu à gauche, là, c'est la nouvelle maison. Oui, c'est une nouvelle maison. Donc, à droite, le garage qu'on va continuer à partager avec ma fille, puis avec la maison. Donc, on avait la chance pendant la construction d'être juste à côté. Donc, on a suivi en temps réel tout ce qui s'est passé, puis on était très Ah oui. présents là. Oui, c'est un bel avantage, ça. Absolument. Et là, ben, on vous montre la vue qu'il y a en face de l'autre côté de la rue. Donc, on est très chanceux de vivre sur une île là, qui nous donne une vue incroyable. Donc, on voulait aussi, dans les descriptions ou les caractéristiques qu'on a données à l'architecte, bien évidemment, c'était de profiter de cette vue-là qui se trouve à être du côté ouest, nord-ouest de notre maison. Et ça, c'est le terrain. Après qu'on a eu la chance de monter de 3 pieds, on a rajouté de la terre lorsqu'il y a eu les travaux de construction du chemin. Ils ont tout refait de chaque côté de la rue pendant un été complet. Donc, nous, on a fait venir 60-70 voyages de terre pour monter le terrain, sachant qu'on construisait l'année d'après. Donc, on a profité là, gratuitement des voyages de terre. Tout le monde était gagnant là-dedans. Donc, on avait vu sur la photo d'avant, le niveau du sol était au niveau de la rue, mais là, on a pu monter ça. Ici, là. Oui, donc ça, Ouais, c'était avant, puis maintenant, on a pu le parfait. monter. Là, puis on OK. avait les petits poteaux, là, donc on Ah faisait, oui. on Est-ce que faisait ça l'a amené un besoin de compaction plus tard? Parce que de la terre de remplissage. Oui, bonne question. On va le voir un petit peu plus tard, Stéphane, au niveau de la fondation. Parfait. Je reviendrai là-dessus, au niveau de la compaction. Donc, ensuite, donc, un coup qu'on a eu fait donc dans les étapes, décision de construire, ajout de terre de remblai, validation qu'on pouvait construire parce qu'on est en zone inondable. Nous autres, vous voyez, hein, sur Ouais. l'île, une île sur le lac Saint-Pierre. Donc, il fallait s'assurer que, et ben, un coup qu'on a eu le OK, de pouvoir faire la construction avec, pas le permis, mais au moins, ils nous ont permis aussi de mettre la terre. Ben là, c'était l'étape en septembre 2000. Là, on est en 2023 à l'été. Donc, en septembre 2023, on a eu le go officiel. Donc, on a décidé de faire affaire avec un architecte. J'ai cherché sur Écohabitation, j'ai demandé des contacts à toi notamment, ou à quelques, non pas à quelques personnes pour savoir s'ils connaissaient des architectes. Et puis, on a choisi un architecte sur Écohabitation un peu par hasard. Et nous, on n'avait pas de plan en tête. Donc, on n'est pas parti avec des plans, on est parti avec des besoins. C'est bien, ouais. Ça là, si je peux donner un premier conseil à tout le monde, c'est super parce que ça ne donne aucune contrainte à l'architecte. Donc, on lui a dit, voici, on veut solaire passif, on veut performant. Idéalement, on veut une maison certifiée, harmonisée avec la campagne qu'on a. Donc, pratique, les matériaux, évolutive. Donc, nous, on avait déjà en tête qu'on voulait peut-être éventuellement faire une serre d'abondance. On voulait bigénération parce qu'on a 3 enfants. On s'est dit peut-être qu'un jour, ça pourrait être le fun. Et puis,
on pensait à nos vieux jours déjà. On n'est pas vieux, mais on n'est pas jeune. Donc, on voulait avoir quelque chose où ce serait la dernière maison, tout sur un plancher, pas de marche, idéalement, pas de sous-sol. Donc, c'était dans nos besoins également, avec les vues. Puis, un point de vue écologique, on voulait axer sur la gestion des déchets, on voulait axer sur de la récupération des eaux de pluie et s'assurer qu'on pourrait facilement mettre des panneaux solaires éventuellement. Donc, on a donné ces besoins-là. Puis, en termes de coûts, on a essayé d'orienter un peu. Ça, les coûts, on vous en reparlera plus tard. Et puis là, on a fait une sélection parmi 4 architectes, dont certaines. On a même rencontré Maryse Leduc, qui est quand même assez cotée, là, si vous la connaissez. On a rencontré 2 autres architectes, puis on a choisi un jeune de 30 ans qui était recommandé sur Écohabitation et qui est Émeric Duquette de Écorce. Architecture écologique. Donc, je vous encourage, prenez-le en note ou vous l'aurez dans le document si vous avez besoin d'un architecte. Vraiment très, très, très incroyable. Lui, son thinking, c'est écologie. C'est vraiment axé là-dessus. Il fait des plans vraiment juste à ce niveau-là. Donc, il est venu nous visiter. Il a pris plein de photos des environs pour pouvoir s'inspirer pour faire le design de notre maison. Donc, ça, c'est des photos qu'il y a à l'île du Pas pour avoir un peu le contexte, les granges. Donc, et là, vous voyez là, les maisons en pignon. Donc, il s'est inspiré pour faire notre design. Donc, on peut passer à l'autre, Stéphane. Oui, plutôt que d'aller avec une maison en mansard, là, oui, c'est ça, les maisons en mansarde, il y en a beaucoup. Il y a pris un modèle qui ressemble un petit peu en bas. Ouais, la maison en haut, d'ailleurs, c'est la maison où moi je suis né. Là, ah oui, oui? La première, ouais, c'est la maison paternelle des Drainville. OK. Donc, toute la famille Drainville est passée par là parce qu'on était avec ma grand-mère. Donc, c'est à 2 intéressant. maisons d'où je suis. Et là, il est arrivé avec des croquis. Donc, on a commencé avec ça, des croquis, des élévations. La bigénération que vous voyez en arrière, il avait déjà pensé, la serre du côté sud. Donc, vous voyez l'orientation, là, en haut, c'est nord. Oui. Le sud est vraiment du côté ici, est à votre droite et ouest à la gauche. Donc, il est arrivé avec des propositions. Il avait déjà dessiné la maison actuelle puis le garage pour l'orienter avec les arbres et tout ça. Donc, voilà. Puis là, il est arrivé avec des plans après ça pour trouver l'endroit pour la fosse septique, champ d'épuration. Oui, OK, c'est ça. Il n'y a pas d'aqueduc. Il n'y a pas de... On a l'aqueduc, mais on n'a pas d'égout. OK, il y a l'aqueduc. Oui, heureusement. Donc, on s'est sauvé beaucoup de tracas avec ça. Mais il fallait prévoir le champ d'épuration. Puis le bac de récupération des eaux de pluie, on l'avait placé là au début. Vous allez voir plus tard. Oui, c'est ça, quelque part ici. C'est ce qu'on voit sur ce dessin-là. En tout cas, ils sont là. Oui, mais finalement, ça a fini en arrière du côté ouest. Là, OK. On l'a changé. Donc, il nous est arrivé avec des plans où les deux étaient. Puis là, on a travaillé beaucoup sur l'ensemble des plans en 2D. Donc, ça, c'était juste les premières esquisses qu'il nous a faites. Là. Et ce qui est bien le fun, probablement la prochaine, on va voir, il nous est arrivé aussi avec des plans en 3D. Où là, tu as vraiment un très bel aperçu de OK, ça va ressembler à ça. Oui. Bien, si vous vous souvenez, puis là, il nous a mis la serre, là, fait que si jamais un jour on veut la faire. Puis il y a l'option pas de serre. Oui, puis là, nous, ben, vous avez compris que c'est l'option pas de serre avec l'ombrière qu'on voit très bien ici, là, que déjà, il avait placé pour les fenêtres du côté sud-sud-ouest. Et puis, nous, on voulait la vue. On parle encore entre les deux. Ah oui. Oui. OK. Évidemment, on voulait profiter de la vue sur la rivière. Donc, pour nous, le balcon, c'était clair que c'était à l'avant. Puis surtout qu'en plus, avec la bigénération qui pourrait arriver. Donc, avec Moustiquaire. Oui, ça fait classique. Hein? Ça fait vraiment comme les anciennes maisons, d'avoir une grande galerie en avant. Oui, tout à fait. C'est un peu ça l'idée. Là. Donc là, c'était l'étape de l'architecte. On a passé avec lui, avec l'architecte, de septembre à décembre. Octobre à décembre, on l'a choisi en septembre. En octobre à décembre, plan 2D, plan 3D. Après ça, c'était la demande des permis officiellement parce que ça prend les plans pour faire les demandes. Au mois de décembre, on a fait la demande. Nous, on voulait se presser pour avoir les permis parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez, en 2023, il y avait rumeur déjà des changements de carte de zone inondable. Et là, nous, notre terrain ne l'était pas, mais c'était possible que ça change en 2024. Vous comprenez que là, on va arriver, on est en fin 2025, les cartes ne sont toujours pas sorties. Ça, c'est les joies du ministère. Mais à l'époque, il y avait une certaine urgence, donc il fallait se dépêcher. Demande de permis en catastrophe au mois de décembre. L'inspectrice, jusqu'à là, avait dit tout est beau. On fait notre demande le 15 décembre. Non, pas le droit de construire. Ça vous prend un certificat d'arpenteur pour certifier que vous n'êtes pas en zone inondable. Et là, c'était
Ah, OK. Panique générale. Donc, trouver un arpenteur en catastrophe. Ah oui, c'est difficile à en trouver de ce temps-là. Ouais, fait que là, les arpenteurs, ça allait au mois de mars, avril. Donc, on a réussi à avoir un permis conditionnel, donc qui nous permet de continuer quand même nos démarches à trouver un constructeur, attendre que l'arpenteur vienne. Puis, on nous avait dit que les chances étaient grandes, là, fait qu'on a pris le risque, on s'est lancé. À ce moment-là, on a fait les démarches pour trouver un contracteur à partir du mois de janvier, en attendant d'avoir la visite de l'arpenteur. Donc, et là, quand on a fait nos recherches pour trouver un contracteur, on avait déjà approché quelqu'un de notre région, mais il n'était pas certifié. Il n'était pas certifié Nouveau Climat, il ne connaissait pas LEED. Et- Il n'avait jamais fait de. Par contre, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. C'est un élève à qui Chantal avait enseigné 20 ans et- plus tôt, un excellent élève qui aurait pu être ingénieur, architecte, mais qui avait décidé de suivre les traces de son père pour être constructeur, contracteur. Donc, la compagnie était maintenant entre ses mains. Donc, notre visée, c'était de faire affaire avec lui, mais on voulait quand même aller voir ailleurs. Donc, puis on voulait un modèle de gestion. Puis là, tu peux peut-être passer à l'autre, Stéphane, Oui. on l'avait écrit. Le modèle de gestion qu'on souhaitait, nous autres, c'est trouver un entrepreneur général, mais on ne voulait pas donner un client en main. On voulait un taux horaire en se disant, ben, tu sais, il y a toujours des imprévus, puis eux autres, ben, ils boostent la facture sur le taux horaire. Fait que on pense qu'on pourra peut-être bénéficier, si c'est bien géré, bien administré, qu'on pourrait sauver ces imprévus-là. Je vous dirai plus tard si c'était une bonne idée. Et puis, on voulait gérer certains corps de métier aussi qu'on connaissait. Moi, je connaissais bien l'électricien, je connaissais la personne de terrassement. Fait qu'on a décidé, on voulait faire de la gestion partagée. Ouais. Donc, responsabilité partagée, on en gérait une partie, l'entrepreneur prenait l'autre partie. Et puis, à temps matériel, puis on s'occupe nous-mêmes de trouver la plupart des matériaux. Donc, je magasinais portes et fenêtres, je magasinais les planchers, je magasinais le système de ventilation. Fait que ça faisait l'affaire aussi de l'entrepreneur. On a quand même fait faire 4-5 soumissions pour pouvoir comparer. Puis avoir une idée aussi du projet, du coût dans lequel on s'embarquait. Ouais. Même si on avait notre idée préconçue qu'on irait avec cette personne-là, mais il nous donnait, c'était long avant qu'il nous donne signe de vie. Il était très occupé. Donc, à un moment donné, on a presque dit, ben là, si tu ne nous reviens pas avec une soumission, on va aller avec un autre entrepreneur qui aurait très bien fait l'affaire parce que les autres entrepreneurs qu'on avait approchés, ils connaissaient LEED, ils connaissaient Nouveau Climat, c'était des gens qui Ouais. étaient habitués. Ouais. Donc, là, ce que vous voyez sur la fondation, on a creusé, puis là, je vais répondre à ta question, Stéphane. Là où il y a La de la partie, compaction, là? il y a de la partie de roche que vous voyez un petit peu à droite, là, puis Ouais. à gauche, c'est de la terre. Ça, c'est l'ancienne fondation de la maison que mon oncle avait habitée. On est arrivé direct dessus à un pied près. Donc, il a fallu enlever la fondation. On n'a pas pu la laisser, puis ça a donné de la roche. Et puis, on est arrivé en dessous du niveau de l'ancien terrain. Donc, on n'a pas eu besoin de compacter parce il fallait de nous autres absolument creuser 5 pieds, mettre une vraie fondation, puis remplir ça de sable. Ouais, Même si OK. on ne faisait pas parce qu'il l'oblige dans notre municipalité. Puis, comme on a de la terre argileuse, nous autres, on ne voulait pas prendre de chance non plus de faire une dalle Ah, flottante. Donc, on a décidé de faire une vraie fondation. Donc, on a ouais. creusé 3 pieds à peu près, plus pour que ça dépasse d'à peu près 2 pieds. Donc, c'est ce que ça a donné. Puis, on est Vous avez arrivé. tout recreusé le remplissage que vous veniez d'avoir. Ouais, mon cher. Eh oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, tant qu'à faire. Fait qu'on a creusé tout ça. Et puis, par la suite, ben là, je vous montre à gauche là, un petit peu le coup que la membrane delta est posée, que la fondation est faite, les drains. On a quand même fait des drains français tout le tour de la Ah fondation. ouais. Et puis, on a rempli tout ça de sable qu'on avait enlevé, on remet, mais cette fois-là en sable qu'on a compacté à tous les pieds. Donc, vous voyez la personne là, qui est en train de compacter notre sable dans le sous-sol qui n'est pas sous-sol. Là. Ouais, ouais, ouais. Et là, ben, c'est le début de la construction. Pourquoi je vous montrais celle-là? On voit les membranes rotoblastes déjà là, pour faire Oui, c'est l'entrée ça. dans le bas. Et puis, le styrofoam qu'on voit à l'intérieur. Le styrofoam extérieur également. Donc, je me C'est la souviens. levée des murs, hein? C'était Ouais, ça. lever des murs. Donc, le départ avec les trosses qui On voit les étaient. poutrelles qui s'en viennent, là, qui vont servir aux étages. Exact. Et puis, ah oui, puis là, on voit la poutre centrale. Au début, les plans, ils nous avaient mis un mur porteur. Ouais. Puis finalement,
en cours de route, moi, j'ai dit non, je ne veux pas de mur porteur si jamais il faut que je bouge quelque chose. Entre autres, la chambre qui est en arrière. Si on veut la rapetisser ou l'agrandir, j'aurais été cuit. Donc, on a changé on the spot. Avant le début de la construction, on a appelé le gars de Trust. On lui a dit hey, on voudrait faire un beam, changer ça, enlever les murs porteurs. Fait qu'ils ont décidé de mettre 3 pattes. On va voir tantôt. On a coulé 3 pattes. Et puis, avec une grosse poutre comme ça de soutien. Fait que tout le monde peut remarquer qu'avec une fondation qui n'est pas une dalle flottante, là, la fondation est faite, mais on ne coule pas la dalle tout de suite. Puis là, on peut monter toute la structure. Là. Exact. Exact. Bon point. Fait qu'il y a vraiment des combles habités, là. Oui, on a décidé de faire une partie où on a fait un deuxième quand même. C'est mon bureau, puis c'est la chambre d'amis. Donc, en théorie, on n'a pas à y aller jamais à part que pour travailler. Puis le jour où je ne serais plus capable de travailler, j'aurais plus besoin de monter en haut. Puis donc, tout est en bas. Puis la partie à gauche, c'est la cathédrale dans la cuisine, dans le salon. Oui, donc on va bien voir sur d'autres photos tantôt. Oui, exact. Là, on voit les membranes extérieures, autoblast, intérieure, laine de roche. Donc, on a hésité. Ben, je n'ai pas tant hésité, là, chanvre, j'ai fait quelques recherches, mais c'était plus compliqué pour moi. Donc, laine de roche, un petit peu difficile à avoir, là, mais finalement, les quincailleries disaient ouais, il faut tes commandes à l'avance. Quand on est arrivé le moment, ça a bien été, fait qu'on a réussi à l'avoir. Et puis, membrane autoblast par air extérieur, par vapeur autoblast également intérieur. Puis on va avoir un petit vidéo tantôt, fait que je vous explique pas plus là-dessus. Là. Composition des murs et de la toiture. Donc, évidemment, il fallait respecter Nouveau Climat qui demande 58,5 de air effectif pour la toiture. Et le mur, il demande 23,5 Nouveau Climat. Donc, nous, on est arrivé avec du 26,68 dans les murs avec de la laine 2x6. Et puis, à l'extérieur, la toiture, c'est carrément de la cellulose. Là. On a 24 pouces de cellulose dans la toiture. Donc, ça, c'est juste ça, l'isolant, 72 de R. Fait que ça allait vite. Là. Ouais. Et puis, dans le mur, au niveau des colombages, avec le 2x6, l'isolant, R22. Et puis, à l'extérieur, ça devait être un revêtement intermédiaire type 1, ce qui était supposé être du... merde, j'ai oublié le nom. Finalement, mon constructeur... Non. Du BASF. Donc, un genre de laine, pas de laine de uréthane compressée. Mais finalement, il s'est trompé. Il a mis de l'Eco4 pensant que c'était la même, que ça donnait la même chose. Mais Eco4, c'est juste R4. Et là, on se retrouvait à ne pas respecter Nouveau Climat. Donc, on a été obligé de rajouter par-dessus ça 1 pouce de Rain Barrier, qui est aussi du R4. Qui est comme une laine. Mais là, on venait d'épaissir le mur d'1 pouce. Il a fallu appeler le fabricant de fenêtres, dire hey, ça me prend des cadrages d'1 pouce de plus. Il a fallu jouer sur une coupe de patente. Donc, mauvaise surprise. Là. Heureusement, il me l'a installé à ses frais. Parce que là, il a installé ça en 2 étapes. L'Eco4 était déjà mis avec le par-air dessus. Ben oui. Heureusement, vous allez le voir plus tard. Là. On peut passer peut-être à l'autre page. On va le voir, le Rain Barrier. Ça, je vous montre avant de faire l'extérieur. On a passé la tuyauterie partout. Sous dalle. Et là, vous pensez peut-être que c'est les tuyaux pour le chauffant, mais non, c'est juste le tuyau de la plomberie pour amener l'eau au robinet de la salle de bain, amener l'eau dans la cuisine, amener l'eau dans l'éventuelle serre et amener l'eau dans l'éventuelle bigénération. Et on a décidé, juste avant le début de la construction, de prévoir une bigénération dans le garage aussi éventuellement. Donc, c'était pas sur les plans d'origine, fait qu'on a amené aussi de la tuyauterie pour ça. Donc, si jamais un de nous deux partait subitement et qu'on veut faire un petit studio dans le garage, bien, ça serait facile. Tout est là. Tout a été pensé, tout a été prévu. On change la porte garage, on met une porte patio, puis c'est tout. Oui, OK. C'est légal. Là. Vous avez le droit. Oui, on a le droit de bigénération. Fait que ça, c'est la tuyauterie qu'on a passée sous dalle. On va en voir quelques photos. On les voit, les tuyaux sous dalle là, avec les cordes pour indiquer où seraient les divisions futures. Les tuyaux de salle de bain qui sont là, que vous voyez. On voit bien la laine isolante avec le par-air à l'extérieur qui rentre jusqu'à l'intérieur. Oui, qui est rotoblast. Oui, rotoblast qui respire, qui respire. Et ça, c'est un coup fini, la plomberie installée avec un petit filtreur pour l'eau qui, même si on a l'eau de l'aqueduc. Là, on voit que les tuyaux sont tous bien identifiés. Puis, Oui,
Parce qu'il y en a puis beaucoup de valves parce que là, il y a plein de tuyaux qu'on n'utilise pas. Ce qui va à la serre, c'est fermé. Ce qui va au garage, c'est fermé. Ah, c'est ça, là. Donc, c'est pour ça que ça prenait énormément de tuyauterie sous la Oui, dalle. ben, c'est là où il y a un surcoût quand on fait évolutif et on veut prévoir dans le futur. Ouais. Ben, on sauve dans le futur, mais c'est quand même des coûts pour tout de suite. Ça. Et voilà. Donc, tuyau pour le radon, je voulais vous le montrer. Évidemment, on n'avait pas le choix pour Nouveau Climat puis Lead. Oui, OK. Donc, on l'avait prévu, tuyau troué, après ça enrobé. Et puis, on le mettait. Et là, on arrive à l'installation des membranes intérieures-extérieures pour les fenêtres, les portes. Donc, Rotoblast avec du tape 3M. Là, donc, on n'a pas pris de tape, du duct tape là, traditionnel. Là. On est vraiment allé. Rotoblast, pour votre information, il faut acheter ça il y a à peu près 1 ou 2 distributeurs au Québec. C'était compliqué un petit peu. Oui, ben maintenant, il y a Nature Fibre qui l'a. OK, bon. Le même qui vend le chanvre. Ah bon, OK. Encore plus facile à obtenir. Là, je pense que tu as 3 petites vidéos à nous montrer. Moi, je vais fermer mon micro, puis je vais te laisser les passer. Si tu as des commentaires, ben vas-y, je te laisse gérer tes 3 vidéos. Parfait. Donc, je vous montre ça. Donc, je vous partage tout l'écran ici. J'active le son. Et voilà, c'est parti. Pour que notre Rotoblast il adhère au bois et à ça et à ça. Sinon, ça pourrait faire une puff d'air. Fait que on rajoute un papillon intérieur, une petite strip au coin. Puis fait que c'est l'idée de. Le bois, c'est pour permettre d'adhérer sur ton case. Parce que sinon, ça pourrait puffer. On veut le moins de tac possible. Fait qu'en s'assurant, même si c'est pas droit, tant qu'on touche au bois. OK. C'est l'idée. Ah oui, hein. Là, tu as le par-vapeur d'un bord, tu as le par de l'autre. Les deux sont rejoints par le tape. Le fameux Rotoblast. Juste où il y a la 3M. La 3M, elle va plus loin. Fait que où il y a la 3M, là, je vais laisser du bois, mais on peut le taper par-dessus. C'est moins grave parce qu'elle elle porte pas, elle. Non. Elle, c'est quoi la différence entre la 3M blanche et la 3M noire? Philippe, il dit qu'il n'y en a pas. C'est juste des numéros. Honnêtement, je vois pas de différence. C'est le même On a la même épaisseur, mais c'est toute réserve, là. OK. Avec le bas, tu mets de la 3M, mais pas hors des coins. Ouais, il a dit les coins. OK. Parce que cadrage extérieur, le taille-bec, il respire. Que si jamais il y a de l'eau, ben, ça va pouvoir sécher à cause du pare intempérie. OK. Habituellement, on met de la résistoire à grandeur, puis ça va que ça emprisonne l'eau. Alors que là, le parent va laisser sortir l'humidité. C'est ça. C'est pas fou. Et c'est pas fou. Alors voilà pour les petits trucs d'étanchéité pour les portes et les fenêtres. Je trouvais ça intéressant. Là. C'est un des employés là, qui nous a montré ça. Donc, un coup, les fenêtres installées, vous voyez, là, ils ont mis, quand ils ont mis le par vapeur, là, il y a beaucoup de. Les coulisses noires que vous voyez, là, c'est pour faire adhérer vraiment le par vapeur sur le bois. Là. Ça a l'air des coulisses, là, mais c'est. Comment ils appellent ça? Oui, OK, oui. Comme un scellant, là. Oui, en bordure de chaque côté. Oui, voilà. Exact. OK. Et là, vous voyez le plancher. Donc, première couche de styrofoam, c'est 2,5 pouces R10, le styrofoam bleu SRG. Ensuite, entre les deux styrofoams, on met le Perminator, qui est pour empêcher l'humidité. Donc, un polythène, écoutez, c'est épais, là, c'est incroyable. Là. Très difficile à installer dans les coins. À plier ça parce que c'est d'une épaisseur incroyable. Faut c'est quelle année encore? Qu'on a fait ça, on a fait ça en 2023, fin 2024. Oui, OK. 24, depuis avril 2025, ce pare-vapeur-là est obligé d'être un pare-radon aussi, un pare-gaz. Oh. Donc, probablement que s'il est très épais, ce qu'il t'a mis, c'est qu'ils ont déjà mis le nouveau produit. Ah, peut-être. Ouais. Possible, mais en tout cas, il est vraiment épais. Le Perminator, là, c'est incroyable. Est-ce que c'est une norme Nouveau Climat de mettre le pare-vapeur entre les deux styrofoams? C'est un choix pour être sûr que
quand on savait qu'on marcherait sur le styrofoam, on voulait éviter de briser ou de faire des trous dans le polythène. Donc, en mettant le styrofoam par-dessus, ça nous assurait une protection en marchant sur le styrofoam parce qu'après, il faut installer tout ce qui est le fil chauffant. Il faut installer après ça le grillage pour faire couler le béton. Donc, c'était à peu près sûr qu'on percerait le polythène. Donc, on ne voulait pas que ce soit ça la dernière étape. Ça répète la première étape, remarque. On voit tous les conduits qui passent au travers du pare-vapeur, ben, ils sont obligés d'être tapés, là. Tout est tapé. Ça, j'ai tout tapé ça avec Chantal. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Parce que. Il y en avait beaucoup. Nous, dans notre rôle, on faisait la gestion du projet, mais on a un petit peu donné des coups de main comme poser la laine, faire ce tapage-là. Et vous allez voir un peu sur la finition aussi. Là, le reste du temps, c'était les contracteurs qui s'en occupaient. Donc, vous voyez la jonction entre le mur, donc le pare-vapeur intérieur, et notre Terminator qui monte. Donc, on a collé ça, tapé à mort avec du scellant. Donc, il faisait par-dessus. Il amenait par-dessus le pare-vapeur. Oui, c'est parfait. Et puis à gauche, ben, là, on voit tout le système de plancher chauffant qui est dans une trame. Il y a l'air d'avoir une espèce de petite trame métallique pour fixer ça. Oui, ben c'est du Flextherm, produit, en tout cas, qu'on a pris ici. Je pense que c'est québécois, c'est produit québécois. Oui, c'est ça. C'est celui-là qui a le moins de champ électromagnétique aussi. Oui, exact. Moi, j'avais validé ça dans mes recherches. Donc, il y en a. Et puis, c'est divisé en zones. Puis là, vous voyez les tuyaux qui montent, c'est pour amener les sondes et les thermostats. Oui, c'est là exactement sur les poteaux. Donc, on trouvait des endroits. C'est drôle, mais quand j'ai regardé les photos au début, à cause des tuyaux d'eau, j'avais l'impression que c'était un système hydraulique, mais non, c'est un système électrique. Absolument, tout électrique. Ouais, je voulais pas prendre l'espace pour tout le système à l'eau qui demande pompe, etc. On voulait limiter les pieds carrés. C'était un de nos critères aussi, quand on a fait nos calculs, d'essayer de limiter le pied carré. Donc, on a jumelé même la salle mécanique avec une salle de lavage. Puis on le voit au fond, là, ça a quand même pris beaucoup d'espace pour mettre ces tuyaux-là. Là. Il faut les gérer quelque part. Imagines-tu s'il y avait eu en plus les tuyaux pour le système chauffage, ça aurait été incroyable. Est-ce qu'il se trouve à arriver dans une salle technique ici? Oui, c'est ça. C'est qu'on a jumelé, on va le voir plus tard, mais c'est la salle technique et la salle de lavage. On a fait un 2 dans 1. Oui, OK, c'est ça. Donc là, c'est la coulée de béton. On voit que les gars, ils mettent les pieds dedans. C'est le cas de le dire. Ah ouais. Ça a donné un bon résultat. Ça a donné un excellent résultat. Les gars ont été excellents. Notre plancher est impeccable. Peut-être que ça n'a pas nuit non plus. Je vous le conseille fortement. On nous l'avait dit, cure d'eau pendant 24 à 48 heures. Donc, gardez humide le dessus. Oui, puis... on a fait couler à la hausse, puis avec une toile exprès pour ça, qu'on dépliait, puis c'était long à installer parce qu'il faut enlever toutes les poches d'air, les poches d'eau pour que ce soit le plus collé possible au béton pour éviter qu'il y ait des différences dans la couleur ou dans la texture du béton. Il faut que ce soit le plus égal possible. OK, intéressant. Donc, j'avais eu des bons conseils celui qui nous a fait notre finition de béton. Donc, voilà pour l'intérieur. Ici, c'est là que je veux vous montrer le rain barrier. Donc, vous voyez, c'est comme de la laine jaune qui a été mise par-dessus. Oui, OK, je comprends. Le pare-vapeur. Et évidemment, il faut aller mettre un peu de clouage parce qu'il y a de la forens à mettre par-dessus après pour recevoir le déclin. Donc, à tous les 4 pieds, ils ont mis une baguette de bois. Vous voyez la baguette de bois qui est à l'horizontale. Il y en a une en bas, une là, puis il y en a une autre après ça. 4 pieds plus haut. Partout. Ben oui, Colin. Puis après ça, là, on va mettre la forens dans l'autre sens pour recevoir notre déclin, nous autres qui était horizontal. Donc, je pense que l'entrepreneur, il regrettait son erreur parce que c'était vraiment long à installer cette affaire-là. Ouais. À mettre le rain barrier. Mais bon, je pense que ça va faire un bon résultat. Là. Ça, c'est comme de la laine de roche. Fait qu'on on mouille ça, puis une couple de minutes après, là, c'est déjà évaporé. L'eau perle là-dessus comme du dos d'un canard. Exactement. Là, celle-là, je ne l'avais pas compris, parce que là, on dirait qu'il y a une fenêtre qui a été enlevée. Oui, c'est une surprise qu'on a eue. Nos fenêtres qui ont été installées étaient pleines de défauts. Et il a fallu, tu sais, le beau travail que le gars nous a montré tantôt, tape comme ça, tape comme ça, fais bien attention. Ben, toutes les fenêtres ont été enlevées un coup, tout a été fini parce que les cadrages étaient mal alignés
et il n'y avait aucun moyen de corriger le tout sans les enlever. C'était une catastrophe avec cette compagnie de fenêtres-là. J'ai quasiment le goût de vous dire c'est laquelle, mais je vais la taire pour ne pas faire de fausses publicités. On t'appellera en privé ou on t'écrira avec Oui. le courriel qu'on va donner à la fin. Exactement. Donc, il a fallu tout arracher et refaire. On voit les bouts de rotoblast qui pendent, les bouts de tape qui pendent. Et honnêtement, j'ai aucune photo de ce qui a été fait après. Je me souviens d'avoir regardé. Je pense que les gars ont tout remis correctement du tape. Mais bon, je me croise juste les doigts que je n'aurai pas de mauvaise surprise avec de l'eau qui va s'infiltrer dans ces... Ouais. Donc, ça avait été installé avec de la mousse d'uréthane. Fait que là, l'enlever, ça a été coupé, la mousse. Il a fallu la couper avec des jigsaws, j'imagine. L'enfer total. Mais bon, un coup réinstallé, voici ce que ça donne avec les moulures. Et là, vous voyez la première base de l'ombrière. Donc, c'est le fond de l'ombrière. Oui, le fond de clouage, là. Oui, parce que là, il fallait qu'il l'installe en premier pour pouvoir faire arriver son déclin égal aux bons endroits par-dessus et en dessous. Et puis, on voit la thermopompe aussi là, qui a fallu sortir avant tout ça. C'est ça qui est en haut ici, là? Oui, ça, c'est le tuyau de la thermopompe là, qui est à l'intérieur de notre maison. En rafale, je vous montre l'isolant, la cellulose. On voit le tape 24 pouces presque. Donc, moi, je vais m'assurer qu'on était correct. Ouais. Pour certification LEED, évidemment, ben, ça prend au nouveau climat aussi. Ça, c'est la salle de bain. Donc, c'est du rock, du board, du curly board pour la douche. Dans le coin où la douche. Dans le coin de la douche, exact. Et bon, un premier défi d'être écologique, ça veut dire du triple verre dans les vitres, du triple verre dans les portes. Donc, porte NHP. Oui, c'est rare la porte avec du haute performance, Novatec haute performance, c'est les seuls au Québec qui en font. Bon. Et ils ont comme oublié de dire aux fabricants de poignées de porte que la porte était un demi-pouce plus épaisse. Donc, c'était ultra compliqué d'avoir une poignée de porte qui puisse s'adapter à cette épaisseur de porte-là. Donc, ils nous ont vendu ça. Ils ont dit, oui, ça va faire. Et là, quand je suis arrivé à la maison, ben, regardez, ça ne se rejoint même pas entre les deux. Ah, c'est ça. Il a fallu qu'ils fabriquent sur mesure les pièces. Les pièces pour pouvoir nous avoir des poignées de porte convenables. Et là, on arrive dans la partie finition. Donc, de septembre à octobre, dans la chronologie, on a fait l'extérieur. Après ça, est arrivé le temps des fêtes. Et puis, en janvier 2025, on a commencé la finition jusqu'en avril 2025. Donc, c'est aussi long de faire l'intérieur que de faire l'extérieur. Ils nous disent toujours, à la finition, c'est l'infinition. Ouais, nous, on a eu la chance d'avoir un homme à tout faire qui est venu travailler avec nous au lieu de prendre l'entrepreneur. Puis dans le contrat, on avait bien prévu le coup qu'on se donnait le droit de choisir pour la finition qui on voulait pour le faire. Donc, on a trouvé quelqu'un à 22 de l'heure qui a travaillé pendant 3 mois avec nous pour faire l'installation, pour faire la peinture, pour faire l'installation des moulures, etc. Puis j'ai travaillé beaucoup avec Chantal également. Vous allez le voir sur les photos. Le bois que vous voyez, on l'a nous-mêmes recyclé, puis on l'a teint, etc. Beaucoup de travail, d'huile de bras, mais ça valait la peine pour la finition là, en termes de... Oui. Puis vous voyez la finition du plancher, là, cette vue-là est assez incroyable. Là. C'est une belle finition. À droite, juste revenir, Stéphane, à droite, c'est le test d'infiltrométrie, Novoclimat et LEED. Donc, le gars prenait ça, c'est la salle de bain, donc la tirée. Il fallait qu'il valide combien ça tirait si l'échangeur d'air avait été bien calibré. Donc, on a à droite, c'est le monsieur qui installait l'échangeur d'air qui était sur place en même temps que le gars de Novoclimat, puis en même temps que LEED, pour calibrer correctement l'échangeur d'air parce que c'est des critères très, très stricts pour Novoclimat et LEED. Installation de l'ombrière. On est rendu là au mois de... Vous voyez, il n'y a plus de neige, donc on est rendu au mois d'avril 2025. Oui, c'est ça, 2025, cette année, où on a installé l'ombrière et il y avait déjà beaucoup de soleil à ce moment-là. Puis le jour où il a installé l'ombrière, on suivait l'ombre dans la maison. C'était incroyable la différence. Là, déjà, on se disait, oh, wow, cet été, on va en profiter. Et effectivement, les calculs, on avait un logiciel de calcul avec l'architecte qu'on a fait, puis on le voyait dans nos cours, Stéphane. C'est, comment il s'appelle votre collègue là, qui nous montrait ça? Pas Stéphane, voyons, en tout cas, j'oublie son nom. Pas Francis, l'autre qui nous a donné les cours. Ah, Fred? Fred. Oui, qui nous avait montré le logiciel, puis on l'avait avec l'architecte. Donc, la hauteur, la largeur de l'ombrière, bien l'ajuster en fonction de nous, comme où on est situé, etc.
Donc, je pense qu'on Ça fait beau. on a passé. On dirait qu'elle flotte, là, qu'il n'y a rien qui la tient là, actuellement. Ouais, juste, ben là, c'est ça. Elle est vissée correctement. Puis vous allez voir sur les photos. Après, on a mis des wires d'acier. Oui, plus loin, on le voit. Il y a des wires d'acier à chaque montant. Puis on a espacé les montants à côté des fenêtres. Puis on a mis des wires d'acier à chaque montant. On va se croiser les doigts parce que vous voyez la pente de la toiture, mais que ça déboule cet hiver là, sur l'ombrière. Ouais. On se croise les doigts qu'il n'y aura pas de. Oui. Mais en théorie, ça va quand même glisser quand il va en avoir mince de neige. Ça ne glissera pas quand il va en avoir un pied, ça va glisser quand il va en avoir 2 pouces ou 1 pouce. C'est ce qu'on souhaite. Fait qu'effectivement, là. Donc, l'ombrière a fait un beau travail. Là. Photo du champ d'épuration et de la fosse septique. Donc, quand on a installé ça, là, je reviens en arrière parce qu'on est au mois de décembre qu'on a fait ça. OK. Et ensuite, photo de l'installation de la prise pour l'entrée d'air du poêle à bois, obligatoire pour Novoclimat. Et obligatoire pour toute maison étanche comme on les fait maintenant aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parce que sinon, on est comme dans un gros sac de poubelle. Si tu n'as pas d'air qui va rentrer, tu vas partir ton poêle, puis ça va boucaner. À gauche, ce qu'on voit, c'est la mesure qu'il prend où il va mettre à peu près le poêle. Oui, c'est pas à peu près. C'est où il va mettre exactement. Très précisément. Puis à droite, c'est parce que le trou, il y a un clapet. Là, il est actionné par une valve. Oui, exact, exactement. Puis il a fallu faire une boîte pour faire passer ce fil-là qui permet de fermer et d'ouvrir le clapet d'entrée d'air pour le poêle à bois. Ah, c'est bien ça. C'est rare qu'on voit ce détail-là. C'est très instructif. Oui, puis il n'y a pas beaucoup de fabricants d'entrée d'air. Nous, on a acheté un poêle morceau, mais l'entrée d'air, c'est un entrée d'air de Stuve qui est fait au Québec. C'est le même poêle qu'à l'Oasis. Le même poêle qu'à l'Oasis, c'est eux qui nous ont. Là où on a acheté chez Chaleur et Confort, ils ont dit nous, on ne vend que de ces tuyaux-là d'entrée d'air de Stuve parce qu'ils sont bien faits. Puis c'est la meilleure compagnie pour faire cette entrée-là. Fait qu'on l'a installé sur notre poêle morceau. Et là, en gros plan, Chantal, en plein travail, donc on a récupéré chez mon frère des planches 9 pouces de large. Ces planches qui ont 100 ans à peu près. Elles sont magnifiques. Qui étaient dans la maison où moi j'ai grandi. C'est une vieille maison des années 1800. Et mon frère, quand il est arrivé dans la maison, c'était très froid. Il est allé au 2e grenier. C'était les planches qui avaient été mises sur le 2e grenier parce qu'il storait du stock dans le temps, dans les années 30-40 là-dessus. Mais quand il a enlevé les premières planches, il a vu qu'il n'y avait aucun isolant. Donc, il a tout enlevé les planches, il les a mis dans son garage, puis il a isolé dans la maison. Puis les planches traînaient là depuis 15 ans. Puis à un moment donné, je dis à mon frère, on peut se faire de quoi avec ça? Ben, il se prend-les. Puis j'ai tout fait le dessous de mon patio qui est en avant. On les a toutes sablées. Écoutez, sabler ça. Ah, OK. Les planches de 100 ans, là, ça sent la vieille poussière. C'était incroyable. Ça m'a pris beaucoup de papier sablé pour faire ça. Puis après, on les a teints de la même couleur que nos poutres. C'était ta tâche, ça, Chantal. Oui, Chantal, elle me teint beaucoup des planches parce qu'on a fait l'intérieur aussi des planches de bois. Oui. L'ombrière aussi. Puis vous voyez les planches dans le cathédrale, ben, c'est des planches de pin noueux qu'on a achetées naturelles, qu'on a toutes sablées, qu'on a teint également. OK. Fait que là, l'îlot s'installait, les cuisines venaient de s'installer. Exact. Le poêle à bois, vous le voyez dans le fond. Oui. Les armoires de cuisine. Donc, on était à l'étape de finition. Fait que là, je voulais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, les armoires. Dessus de comptoir, si vous posez la question, c'est du Decton. Donc, c'est un amalgame de pierres qui est non pas collé entre eux, mais c'est tout chauffé et sous pression. Donc, il n'y a aucun COV là-dedans. Donc, on trouvait ça très intéressant. Et puis c'est très, très résistant. Puis ça permet d'avoir plus mince que du granit ou du quartz. Exact. C'est plus résistant. Puis on peut mettre du chaud, des poêles, les chaudrons chauds, les accès complètement à d'autres. Exact. Oui. Très beau. Donc, la salle de bain. Donc, on voit le fini du plancher. Puis on voit la petite pente à gauche pour la douche. Ah oui, tout simplement, oui. Ils ont fait une pente, puis c'est une douche à l'italienne, tout simplement, avec le bain. Donc, c'est elle, la fameuse salle mécanique jumelée. On ne voit pas, mais à gauche, en arrière, c'est laveuse-sécheuse. À droite, on a mis un frigidaire, deuxième frigidaire avec un congélateur. Puis, la partie mécanique, ben, c'est ça. Puis, à l'endroit, à l'espace en dessous de l'échangeur d'air, ça va être la pompe ou le petit ballon qui va être pour mon récupérateur d'eau de pluie. Donc, nous, on va utiliser l'eau de pluie pour alimenter la toilette et pour alimenter les tuyaux quand on va arroser à l'extérieur. Donc, ça aussi, ça contribue à votre nombre de tuyaux, ça?
Oui, exactement ce que j'allais dire, parce que j'ai 6 sorties à l'extérieur. J'ai sorti un tuyau pour de l'eau potable, un tuyau pour de l'eau non potable à chaque place, aux 3 endroits à l'extérieur. Donc, ça ajoute beaucoup dans les Oui, tuyaux. puis là, ensuite, l'alimentation des toilettes, ça te prend un double circuit si tu n'es pas alimenté par l'eau de pluie. Puis quand tu vas être alimenté par l'eau de pluie, c'est. En fait, on a passé juste un, mais on a fait un système de valve pour de l'eau potable à l'eau non potable. Oui, c'est bien. Donc, bien le bois aussi, ça fait beau. Oui, c'est ça. D'autres planches qu'on a récupérées chez mon frère, c'est les mêmes planches. Là, on voit bien le plafond ici. Oui. Puis là, je voulais justement vous dire qu'il y a un endroit où on a sauvé des coûts. C'est avec la super designer que j'ai trouvée et qui était très, très proche de moi. Donc, je vous présente Chantal qui a tout designé de A à Z. Nous, on a reçu des plans 2D, 3D, mais il n'y avait rien. Là. Il n'y avait que du blanc, c'était des murs. Puis Chantal a imaginé tout le reste au niveau de la conception de la cuisine, l'ensemble de tout ce que vous voyez. Oui, c'est ça, c'est beau, c'est sobre, ça va bien ensemble. Exact. Merci. Ouais. Fais-tu des contrats, Chantal? Elle est à la retraite de l'enseignement depuis 5 ans, donc oui, OK, c'est ça. Disponible. Deuxième étage, mon bureau avec la vue, si vous voyez par la fenêtre, c'est la rivière qu'on voit en avant. Donc, moi, je suis passé d'un bureau sous-sol à un bureau deuxième étage. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. C'est là où vous êtes, là? Oui, on est exactement ici. Derrière nous, c'est une chambre. Puis en avant, oui, c'est la vue inverse qu'on voit en vidéo. Exact. Puis au bout de ça, au bout du mur, si tu veux, on voit la chambre justement. Oui, c'est ça. Mais, au bout du bureau, là, je mets ma main, puis c'est un espace vide. C'est le hall d'entrée principal, puis on a décidé de l'ouvrir en cathédrale. Donc, on tombe dans le vide. Moi, je pitche des petites boules de papier au monde qui arrive de mon bureau. Donc, on voulait avoir de l'espace quand on arrive dans l'entrée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu quand même du fond de clouage partout, tout le tour, en avant, en dessous de la fenêtre. Fait qu'on pourrait faire une 3e chambre ici où on fait juste enlever le petit muret que vous voyez en dessous du bureau. Ah oui, OK, oui. Le muret, on l'enlève, on met des poutres, on continue le plancher. On a prévu le système de chauffage déjà, les fils, les lumières. Donc, très facile. J'ai prévu aussi pour au 2e étage, j'ai emmené l'eau pour une petite salle d'eau dans le plancher. Fait que ça va être facile à ajuster aux besoins. Puis on voit en arrière la chambre, donc derrière mon bureau. Puis je me suis fait une fenêtre dans le mur pour laisser passer la clarté pour que mon bureau en haut soit encore plus éclairé. Donc, voilà pour le deuxième. Puis là, on voit le garage également. Et là, arrive le système de récupération des eaux de pluie. Donc, on a installé, c'est une fosse septique carrément que j'ai acheté, qu'on a installé derrière le garage finalement. Donc, on voit là, que ce n'est pas comme sur le plan original. Et ce qu'on a fait, c'est que tout le tour, vous le voyez dans la photo de gauche, j'ai passé un tuyau que j'ai mis une membrane tout le tour. C'est du tuyau perforé. Puis, ce qui ressort, le tuyau qui ressort, c'est pour envoyer l'eau de gouttière. Donc, mes gouttières s'en vont. Oui, OK, tu as pu le dévier après, ouais. Fait qu'après ça, c'est ça. Là c'était pas fait, mais quand j'ai eu tout terminé, on a emmené les. Puis là, c'est fait là, actuellement. Là. Donc, tous mes tuyaux s'en vont. Ils sont reliés à la cuve noire que vous voyez dans la photo de droite. Oui, la boîte noire. Ici. Là. Donc, tous mes tuyaux arrivent là et je me suis fait comme un système de bypass, étant donné que là, actuellement, ma fosse, je n'ai pas ma pompe. Donc, j'ai envoyé ça dans le tuyau qui s'en va vers le gazon. Et ça s'en va vers le overflow de ma fosse. Donc, si ma fosse se remplit trop, j'ai un overflow qui s'en va dans le tuyau que vous voyez qui s'en va à gauche, puis ça s'en va à la rivière. Fait que là, présentement, comme je n'ai pas ma pompe dans ma fosse, ben j'ai simplement mis un bouchon sur le tuyau qui amène à la fosse, puis j'ai enlevé le bouchon qui s'en va vers l'overflow. Puis là, l'eau s'en va à la rivière pour l'instant. Donc, mes gouttières s'éloignent de ma maison de cette façon-là. Puis aussitôt que j'aurai ma pompe, je change mes bouchons de place. Et puis là, on va commencer à utiliser l'eau de pluie là, qui va s'alimenter à l'intérieur. OK. Fait que là, c'est à de s'accorder. Là. Pour l'instant, ma pompe est achetée depuis la semaine passée. Elle arrive cette semaine. Fait qu'on va faire ça bientôt. Oui. C'est le dernier élément. C'est intéressant, le système. C'est intéressant. Fait que là, on voit, justement, le tuyau, ça c'est l'overflow, que j'ai relié avec le drain français. Le tuyau qui s'en va en diagonale à droite, sur la photo de droite. Ah donc, oui. Ça, c'est le drain qui arrive du drain français. Puis celui qui monte tout droit, c'est l'overflow de ma récupération des eaux de pluie. Je les ai raccordés ensemble et tout ça, j'amène ça à la rivière. Donc, mon eau, si jamais le drain français se remplit, ça va s'en aller à la rivière également. J'avais juste à cette pente
pour pouvoir passer dans un manhole qu'on a tout près de la maison. En cas d'inondation ou de hausse de niveau des eaux dans le secteur, y a-t-il un clapet anti-retour, pas que la rivière revienne dans la maison? Ouais, non, parce que si jamais ça arrive, on va être vraiment dans le trouble, là. De la façon dont la pente qu'il faudrait que ça aille, il va falloir que l'eau monte quand même pas mal. Fait que non, j'ai pas prévu. Par contre, je pourrais en tout temps aller boucher l'endroit où l'eau OK, se oui, tu déverse connais dans ta le manhole. sortie. Ouais, dans le manhole, je pourrais aller le boucher ou aller rajouter simplement un clapet. C'est très accessible, c'est très facile. J'ai un manhole à enlever, puis je peux mettre un clapet. Oui. Voilà. Ah, puis là, on approche de la conclusion, mais on voit quand même toute la gestion là, du recyclage que vous avez fait. Oui, pour la certification LEED, puis pour mon propre, moi, c'était un de mes objectifs de pouvoir récupérer et jeter le moins possible pendant la construction. Donc, j'avais fait un système qu'on a mis en place pour le constructeur pendant la construction. Donc, j'avais fait des bacs. On les a mis, si tu le vois sur la photo suivante, à côté du conteneur. On leur avait expliqué. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui comprend comment ça marche. Fait que là, tous les soirs, Chantal et moi, de 4h à 6h, quand les employés finissaient de travailler, on faisait 2 heures de ménage partout sur le chantier pour trier les déchets, amener le bois en arrière, le recyclage dans les bacs de recyclage, le métal dans un bac. Et je rentrais dans le conteneur, j'enlevais ce qui était recyclable. Donc, on a fait un système de tri comme ça tout le long. Vous voyez dans le fond, à droite, tout ce qui est restant de styrofoam. Oui, je pense qu'on va les revoir sur une photo plus loin. Oui, et puis à chaque semaine, j'amenais mon recyclage au chemin. Vous voyez le système de bois aussi qu'on a tout amené en arrière pour pouvoir le classer. Moi, je vais l'utiliser pour brûler ou pour réutiliser parce que j'ai réutilisé plein de planches. Ah oui, ça en laisse beaucoup. Il y a toutes sortes de longueurs qui peuvent être réutilisées dans tout ça. Oui, moi, j'ai utilisé beaucoup, puis c'est pas fini, là. Il y a encore de la place. À droite, vous voyez, ça, c'est les restants de Gyproc. Si vous pensez faire des économies avec le Gyproc, c'est l'enfer. On a engagé des professionnels de Gyproc, les autres sont payés à la feuille. Donc, s'il y a une moitié de feuilles qui reste, ils envoient ça aux déchets, au rebut. Donc, nous, on a récupéré tout le Gyproc, puis il y a une de mes amies qui est en rénovation. Je suis allé lui livrer gratuitement chez elle, et puis j'ai dit, ben tiens, elle voulait rénover, fait qu'elle a tout pris ça. Fait qu'on a acheté juste des petits bouts, là, tout petits. Donc, à gauche, 3 mois plus tard, après la construction, c'est tout ce qu'on a eu comme déchets. À part les bouts de Gyproc, on ne les voit pas. Là, la photo était prise avant. Mais les petits bouts de Gyproc d'un pied par un pied là, qui s'est ajouté. Mais c'est tout ce qu'on a eu comme déchets là, après la construction. Fait qu'on était quand même pas mal fiers. Oui, c'est vrai. C'est pas mal bien. Le problème, c'est que le poids ne nous a pas aidés parce qu'il a mouillé la veille quand on est allé mener le conteneur, puis ça a gelé pendant la nuit. Fait que le poids était malheureusement... Ah oui, puis la laine, ça a dû nous absorber un petit peu. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est les styrofoams. Puis le styrofoam, je l'ai mis sur Marketplace. J'ai une photo qui suit. Puis il y a quelqu'un qui est venu le chercher gratuitement. Puis des feuilles de sheeting, si jamais vous voulez protéger votre plancher de béton pendant la construction, c'est du sheeting parce que ça respire. Ben oui, c'est le carton fibre une demi. Là, fait que c'est une bonne idée. C'est probablement le matériau le moins cher à utiliser pour faire ça. Exact. Un petit mot, il reste 2 minutes. Oui, mais c'est correct. On peut déborder un petit peu, puis on va prendre des questions après. Excellent. Donc, comme vous l'avez vu, notre objectif, c'était aussi de certifier LEED des nouveaux climats. Et je vous montre les coûts. La certification LEED, si vous voulez le faire, c'est 5 000 $. Fait qu'on le fait vraiment par conviction. On n'a pas besoin de ça dans la vie, sauf si vous voulez revendre votre maison à une valeur ajoutée. Oui, c'est ça. Une maison certifiée LEED. Nous, on ne veut pas revendre, mais moi, j'avais vraiment l'intérêt et le goût de vivre ce processus-là. Donc, 5 000 $. Par contre, on a reçu des subventions de 2 000 pour le nouveau climat. L'entrepreneur a reçu 2 000 et nos résultats, ben, écoutez, si vous êtes familier avec le changement d'air à l'heure, on a fait un premier test au mois de février. On est arrivé à 1,12 de changement d'air à l'heure. On était très déçus. Surtout que pendant qu'ils ont fait le test, on passait nos mains sur le bord des portes, puis il y avait des entrées d'air, mais le gars de Nouveau Climat n'était pas très agréable, on va le dire comme ça. Il n'y avait pas de temps à perdre parce que lui, le 1,5 était atteint, fait que son objectif était rencontré, fait que lui, il voulait s'en aller le plus vite possible. Fait qu'on a dit, OK, parfait, va-t'en, mais le gars de LEED était plus coopératif. Je l'ai appelé la semaine d'après, j'ai dit, est-ce que ça vous dérangerait? Parce que de revenir, on va refaire un autre test, c'était à lui l'équipement. Il dit, pas de problème. Fait que là, on a tout appelé la compagnie de porte.
sais, quand même, les portes, je les ai payées 15 000 pour 4 portes. Là. Fait que de sentir l'air rentrer dans la maison, on n'était pas très contents. Ils sont venus étanchéfier. Il y avait une photo d'ailleurs là-dessus qu'on a vue plus tôt. Et puis là, on est arrivé avec un résultat de 0,82. Maison passive-vase, c'est 0,6. Donc, c'est quand même c'est pas loin. Fait qu'on était vraiment pas loin de maison passive. C'est vraiment passive. très, très bon, 0,82. Oui, on était très fiers. C'est 14 pouces carrés, l'équivalent d'un trou gros de même dans la maison. Là. Les maisons construites aujourd'hui, c'est 3,57 changements d'air à l'heure selon le code. Une maison neuve aujourd'hui, c'est 3,57. Là, on arrive à 0,82. Fait qu'on était fiers de ça. Fenêtre, triple vitrage, évidemment, les portes. La cote Energuide 85, ça fait partie des résultats que Lead nous donne. Donc, c'est des maisons neuves éco-énergétiques. Donc, c'est quand même très, très bien aussi. Là. Puis on voit les codes types là en bas. C'est plus un. Il y a une charte de référence pour comparer votre résultat. Exact, là. C'est ça. Fait qu'on arrive dans l'avant-dernier. Nos points lead, je passerai là-dessus, mais on a gagné beaucoup de points sur, évidemment, la gestion de l'eau à cause du système de récupération des eaux de pluie. Ah oui, OK, c'est bien. Qualité des matériaux, environnement intérieur. Donc, on a pris des matériaux du gyps recyclé, CGC. On a pris du bois beaucoup. J'ai acheté pour la cuisine, on a acheté c'est de la mélamine New Green pour les panneaux, donc pas de COV. Par contre, pour l'extérieur, si tu prends en couleur, tu ne peux pas avoir du New Green parce que les fabricants imposent d'acheter un certain nombre de feuilles de mélamine, puis c'est l'enfer. Là. Fait que là, on arrive à 80 points pour être platine, mais je n'ai pas le résultat final. Et là, j'ai reçu un courriel aujourd'hui nous disant qu'on est en zone inondable, puis que là, on n'aura pas nos points pour l'emplacement et liaison. Ah, ouais. Là, il faut que j'aille m'ostiner avec les gars pour dire, ben non, je ne suis pas en zone inondable. Moi, j'ai un certificat d'arpenteur qui dit que je ne le suis pas. Donc là, j'ai reçu ça aujourd'hui. C'est la nouvelle du jour. OK, il y a encore des démarches. Le suspense est encore là. Fait qu'on va avoir platine ou on va avoir or, on ne sait pas. Mais bon, mais ça enligne bien platine pareil, hein? Oui, on est pas mal très bien. Et là, j'arrive. Ceux qui voulaient entendre parler un peu de budget. Oui, s'il y en a qui veulent prendre des notes, le budget. Donc, tu sais, tout le monde me dit dans mon entourage, premièrement, ils ne le disent pas, mais ils savent qu'on est un peu fou d'avoir fait une maison comme ça, aussi détaillée. Puis la question qui vient toujours, ça coûte combien plus cher, tu sais? Fait que, j'ai fait une liste un peu de qu'est-ce qui coûte plus cher. Donc, formation, solution RA, je l'ai mis là parce que si je n'étais pas quelqu'un qui n'irait pas sauverait 5 000 $. Pourquoi 5 000? C'est pas juste le coût de formation, mais j'étais à l'Oasis, là, fait que ça fait partie des dépenses. Oui, l'hébergement. L'hébergement, le déplacement, la perte. Puis j'ai pas mis la perte de salaire ou de revenus à travers ça, là, mais bon. Certification LEED, bon, j'ai dit 5 000, là, c'est 4 200 plus taxes. Récupération des eaux de pluie, on s'entend que c'est rare ceux qui font ça, fait que c'est un 7 300 plus taxes que j'aurais pu sauver en ne le faisant pas. On s'entend que voir le gros morceau, là. Ben, tu sais, je sauve rien, là, 7 300, puis mon compteur d'eau va être plus bas, mais ça ne coûte rien là, au Québec aujourd'hui. Dans 15 ans, ça en reparlera. Peut-être que je serais très content d'avoir fait ça. C'est un investissement dans la résilience. Et voilà. Puis le jour où les gouvernements vont allumer que l'eau, ce n'est pas une recherche infinie, peut-être qu'ils vont se mettre à taxer nos compteurs d'eau un petit peu plus. Fait que je serais content de l'avoir. J'ai mis le coût de la pause SIDEX. Je ne veux pas faire un grand chapitre là-dessus, mais on a eu des gros problèmes avec notre vêtement. Donc, ça a pris à peu près 2 fois plus de temps à l'installer que normalement. Et parce qu'on était à l'heure avec l'entrepreneur, c'était long avant qu'on réagisse pour appeler SIDEX qui viennent faire quelque chose. Fait qu'on était quasiment rendu à la fin de l'installation qu'on réalise que, écoute, ça a pris 850 heures faire le revêtement extérieur au lieu de 500. Donc, j'ai l'équivalent de 30 000 $, ce qui n'a carrément pas de bon sens. Fait que, bon, il y a des négociations avec l'entrepreneur, avec SIDEX actuellement. Fait que, mais tu sais, c'est pas relié du tout au fait qu'on a une maison écologique, là. SIDEX, non, c'est ça. C'est un parement de quoi, ça? C'est du bois, tout simplement. Carrément, c'est un bois de teint peinturé en usine. Oui. Le problème qu'il y a eu, c'est que le machinage a été mal fait. Les planches n'étaient pas de la même largeur partout, puis l'embouffure n'était pas de la même grandeur. Il fallait qu'ils passent les planches sur le banc-ci avant d'installer. Puis l'entrepreneur aurait dû tout de suite appeler SIDEX et venir chercher. Puis SIDEX, c'est ce qu'ils nous ont dit. On serait allé chercher le bundle, on vous l'aurait remplacé. Bingo, on n'en parle plus. Mais bon, ça, c'est la seule faute, une des seules fautes avec l'erreur qu'il a faite d'Eco 4. Là. Le reste, j'ai rien à dire sur l'entrepreneur. C'était un. Fait qu'à un moment donné, bon, on s'est entendu, il nous a payé un petit peu une redevance là-dessus.
Étanchéité extrême, là, vous avez vu le vidéo que je vous ai montré, le taping, là. Ben là, je n'ai pas calculé les heures parce que c'est très difficile à savoir combien de temps de plus ça prend ça ou une maison ordinaire. Mais clairement, la minutie que les gars ont mis, puis la preuve, c'est 0,82 changement d'air à l'heure, c'était réussi à 1, mais ça a coûté combien de plus? Probablement 2 semaines de travail de plus. Une personne, 40 heures, ça veut dire 80 heures à 80 $ de l'heure, c'est peut-être 10 000 $. Ah oui, tant que ça. Ben, écoute, je lance ça de même, là. Ouais. C'est 5 000, 10 000, c'est assurément 5 000, juste pour faire de la bonne job d'étanche. Parce que les autres, là, ils s'en vont en mode normal, là, ils déroulent un polythène, tape en haut, tape en bas, il y a un trou, on oublie ça. C'est pas long, là. Mais là, c'est chaque trou est tapé, ils mettent du calfeutrant partout dans les joints. C'est une minutie incroyable. Puis j'ai remarqué qu'ils l'ont fait comme il faut pour la structure. Là. Ils ont mis le pare-vapeur au-dessus des murs. Puis Absolument. Pas juste dans les trous de fenêtre, ils l'ont fait sur le dessus. On le voit dans les photostructures. Oui. Puis c'était leur première maison écologique qu'ils faisaient, Nouveau Climat. Fait que c'était un bright, là. Les gars, ils ont été vraiment allumés, là. Fait qu'il y a un coût là-dessus. Il y a un coût sur les portes NHP. Donc, ça a coûté 15 000 de portes au lieu de 5 000. Donc, il y a un 10 000 de plus là, pour avoir. Mais écoutez, c'est incroyable, là. Porte étanche. 4 pentures, tellement c'est des portes pesantes, avec triple verre en plus. Donc, ça, je pense que ça vaut la peine. Puis, évidemment, ce qui a coûté bien cher, c'est la plomberie et l'électricité. Parce que le fait de nos évolutions, tu sais, des bigénérations, passer les tuyaux, passer le filage. Ouais. Il y a un 15 000 à peu près là, que j'ai compté rapidement là, en surplus. C'est du bonus là, qui pourrait ne pas être là. Exact. Fait qu'on arrive à un total d'à peu près 23 % plus cher que si je n'avais pas fait tout ça. Là. Donc, sur le budget total que je vais vous montrer tantôt, ça va paraître. Par contre, on a fait des économies. On a pris des entreprises locales. À 80 $ de l'heure, allez à Montréal, vous essayerez d'en trouver. Je vous mets au défi, ou à Trois-Rivières ou à Québec, c'est plus 80 $ de l'heure. Là. C'est rendu à 100, 110. On a minimisé les pieds carrés, donc notre chambre aurait pu être 2 pieds plus grand, notre salon aussi. On aurait aimé ça, avoir une pièce de plus, mais on a essayé vraiment d'y aller pour 2 personnes, maison minimale. Fait qu'on a sauvé des. Mais pensez-y, hein, quand vous faites ça, planifiez l'aménagement, planifiez vos meubles, planifiez les garde-robes, parce qu'après ça, les marges de manœuvre avec des belles grandes fenêtres comme on a, tu n'as plus de place pour mettre des meubles. Donc, si tu ne l'as pas prévu sur les plans, ça peut être un petit peu là, agaçant. Là. Le ménage qu'on a fait nous-mêmes, évidemment, les 2 heures qu'on passait, 4 heures au total, c'est du temps que l'entrepreneur ne mettait pas à 80 $ de l'heure. Fait que ça, on a sauvé beaucoup. La finition, je vous en ai parlé. On a installé la récupération des eaux de pluie, c'est moi qui l'ai fait. La laine de roche, on l'a fait à la gang. Tous les travails, les planches de finition qu'on a installés nous-mêmes, travaillés nous-mêmes, c'est du temps qu'on a fait. Une finition, on n'a pas pris des matériaux d'ultra grande qualité, là, à part, je dirais, le comptoir. Là, le reste, le comptoir de cuisine. C'est du bois. Puis bon, le design fait par ma designer préférée, là, qui ne m'a pas chargé trop cher. Les grands défis rencontrés. Trouver un constructeur certifié Nouveau Climat dans la région, il n'y en avait pas. On avait un à Joliette, un à Radune. Proche de Berthier, il n'y en avait pas. Donc, Saint-Barthélemy est allé se certifier. En fait, il y en avait un, mais il n'y avait pas de place à Berthier. Puis, je ne suis pas sûr qu'il connaissait bien les principes ou les valeurs qu'on voulait. Fait qu'on était content avec le gars de Saint-Barthélemy. Défi, permis, zone inondable. Donc, si c'est votre cas, faites attention. On a eu des délais très serrés pour ça. Trouver des portes NHP, super compliqué. Mais là, j'ai vu dans le dernier bulletin Maison Saine, il y a Isothermique, je pense, si je ne me trompe pas, qui en font maintenant de la porte. OK. Donc, pour les poignées, souvent, il faut aller dans les compagnies différentes de ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Je suis allé là. On est allé dans le serrurier, nous autres, qui a parlé avec le fabricant. Ah non, vraiment, c'est quelque chose. Oui, mais même les serruriers, ils n'ont pas pas les grandes spécialités de portes. On a pris un poignées. Il faut aller dans les distributeurs, les importations, soit françaises ou des produits américains un petit peu plus haut de gamme. Là, puis là tu as tout de suite des épaisseurs, des poignées faites pour ça. Mais... C'était compliqué un petit peu. Ouais. Bon, problème de fenêtre, le problème du revêtement Sidex. On a eu un problème avec la coulée de béton. Quand ils ont coulé notre béton, le deuxième camion qui est arrivé, c'était de l'eau. Il y avait le gars avait oublié sa hausse dans son Redemix en s'en venant. Ils ont commencé à couler ça. Puis c'était de l'eau. Ça a pris. On a eu un pied d'eau partout dans le bas de nos fondations avant qu'ils décident d'arrêter la coulée.
Fait qu'ils ont fait venir un autre camion, ils ont mélangé tout ça, on a fait faire des tests chez un spécialiste. Un beau chiard, là. Mais heureusement, l'histoire s'est bien terminée. On n'a pas eu besoin de défaire les fondations, mais ça aurait pu être. Ouh, OK. Ouais. Il y en arrive tout le temps. Hein. Il y a tellement d'étapes puis de gens là, que c'est ça qui arrive de quoi maintenant. C'est fou. Plus grand défi. Moi, je ne voulais pas avoir de bois qui était proche du gazon en bas. Ouais. Donc, on a fait faire, au lieu de mettre une moulure de bois, on l'a fait faire sur mesure en métal plié par notre constructeur. Évidemment, ça a coûté plus cher. C'était un défi parce qu'il nous a fait un super beau pli. Mais bon, c'était pas évident à faire. Mais je suis très content de mon choix là, parce que c'était une bonne idée. Bon, les mauvais isolants, je vous en ai parlé. Je voulais installer un système de récupération des eaux usées. Comme un loop, comment? Thermaloop, non, isoloop. Oui, loop, oui, ça me dit quelque chose, oui. Mais écoutez, il n'y en a pas ici au Québec, ça coûtait une fortune. On a abandonné l'idée, mais je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on n'ait pas ça encore au Canada, au Québec, un système récupérer l'eau des lavabos, qui simplement, tu peux réutiliser ça. C'est de l'eau gaspillée pour rien. C'est l'eau des douches surtout. Oui, l'eau des douches, exact. Trouver un recyclage pour mon gyps et le styrofoam avant que je pense de le mettre sur Marketplace. J'ai fait je ne sais pas combien d'appels à Recycle Québec. Partout, je veux trouver une place que je peux aller porter mon gyps, mon styrofoam. Oubliez ça. Il y en a déjà eu un à Saint-Lambert ou je ne sais pas où, le gyps, puis ça a fermé. Ils sont partis en catastrophe. Il y a encore plein de vieux gyps qui traînent là-bas. Ils font rien avec. Le styrofoam, ça a l'air qu'ils commencent à le prendre dans les éco-centres, le styrofoam. Depuis le mois de juin, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas encore monnaie courante. Fait qu'il faut trouver de la réutilisation. Là. Évidemment, le gros défi qu'on a eu, c'est les coûts. Ça a dépassé grandement le budget initial. Fait qu'il a fallu, à un moment donné, faire des choix dans le choix des matériaux, la finition. On a fait des compromis. Chantal, des fois, elle me regardait avec des gros yeux parce que moi, je m'occupais de la structure, de tout le volet écologique, puis elle attendait la fin pour faire le design, la finition. Elle avait hâte. Elle n'avait plus de budget. Elle voulait acheter des belles affaires, puis je disais, ça va être dur sur le budget. Fait que c'est bon pour le couple aussi. On a eu beaucoup de renforcements positifs de faire ça. Mais l'histoire, c'est bien fini. Je pense qu'on a quand même une belle finition. Chantal a bien travaillé. Donc, on était contents. Les autres points, tu les avais déjà notés. Le Decton. Oui, le Decton. Donc, les recommandations, je vous lance ça avant de terminer puis de vous montrer le budget final. Donc, trouvez-vous un architecte qui a les mêmes valeurs que vous, les compétences. Prenez pas le moins cher sur le marché. Vous allez être déçus. On travaille très étroitement avec l'architecte. Il faut que ça connecte. Au même titre, il faut que ça connecte avec l'entrepreneur. C'est super important. Même si notre entrepreneur avait été plus cher que les autres, on l'aurait pris pareil. Parce que ça connectait, on avait confiance. Donc, à un moment donné, il faut dépasser ça. C'est important. Là. Nous, l'architecte, il est venu chez nous, il a pris des photos. Il reste à Québec, mais il est descendu pareil. Puis, une collaboration incroyable. Il est parti en Europe au mois de janvier. Il était disponible, on l'appelait, puis on se communiquait, puis il nous a corrigé des plans pendant qu'il était en Europe. Donc, fait que ça, c'est intéressant. Des grandes fenêtres maintenant qui descendent à 18 pouces. Au sol, c'est magnifique. Hein? Je vous le conseille. Là, au lieu d'avoir des fenêtres qui arrivent à hauteur du corps des gens, tu as l'impression d'être dehors. Nous autres, on dans la maison, on a l'impression que le gazon rentre ou la neige rentre dans la maison. C'est magnifique. Des belles fenêtres larges, mais ça ne laisse pas de mur. Donc, des cadres, des meubles, c'est très compliqué. Fait qu'il faut y penser. Pas de sous-sol, le défi de la tuyauterie, mes amis. Pensez-y. Et j'ose pas penser dans 50 ans, Stéphane, quand les tuyaux vont être bloqués, qu'est-ce qui va se passer? T'sais, c'est beau les sous-sols, là, pas de sous-sol là, aujourd'hui, mais il y a des enfants, des arrière-petits-enfants qui vont sacrer après nous autres, je pense. Dans 50 ans, ils vont dire quelle idée de M de ne pas avoir fait un vide sanitaire. Bref, on verra. On ne sera pas fait, on ne verra pas. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ça aurait été plus un système de plancher chauffant à l'eau. Okay. Oui, c'est vrai que il y a les tuyaux, ils ne bloquent pas vraiment. Là. Ouais, les tuyaux d'eau qui sont passés, là, s'il arrive de quoi, ben, à la limite, on va les repasser dans les murs. On pourrait peut-être se dépanner de cette façon-là. Même si la règle dit de ne pas passer dans un mur extérieur. C'est pour ça qu'on passait en dessous, parce qu'on ne pouvait pas envoyer des tuyaux qui sont sur des murs extérieurs, des tuyaux d'eau. Oui. Mais ça, c'était vrai quand les maisons n'étaient pas bien isolées. Oui, mais la règle Nouveau Climat ou LEED empêche de passer des tuyaux dans les murs extérieurs. Ah oui, quand même? Je pense. À confirmer, là, prenez pas du cash, mais je pense que oui. S'il vous plaît, prenez des photos
prenez des photos, prenez des Ben vidéos. Surtout avant le gyps, combien de fois je suis allé revoir pour poser un cadre, pour poser quelque chose. Ah, il est où mon clouage? Il est où mon clouage? Au lieu de faire 60 trous, là, je peux calculer, puis j'ai une bonne idée où sont mes forennes puis mes murs, mais pour surtout les fils, les ventilations et tout ça. Confirmation écrite avec l'entrepreneur, avec l'architecte. Ayez des écrits parce que ça sauve des engueulades, mes amis. Tu sors le courriel. Ah, regarde, c'est ça qu'on s'était dit. Ah oui, c'est vrai. OK. Parfait. Moi, je suis assez méthodique. Je suis chargé de projet dans ma vie en informatique. Fait que j'ai eu cette chance-là de pouvoir faire un bon suivi avec tout le monde. Puis ça a limité beaucoup les dégâts. Là. Et ça m'a permis de faire une gestion de projet étroite. Si vous faites de l'autoconstruction ou vous engagez des gens à l'heure, moi, j'avais un fichier Excel dans lequel chaque jour, je notais qui était sur le chantier, combien d'heures ils ont fait, quel travail ils ont fait. Et ça m'a permis, c'est là que ça m'a permis de calculer combien d'heures ils avaient pris pour poser leur revêtement extérieur. J'avais chaque gars de telle heure à telle heure, il a travaillé sur telle chose parce que j'étais à côté du chantier puis que je voyais ce qui se passait puis que j'y allais quasiment tous les jours. En fait, j'y allais à tous les jours, mais presque à toutes les heures aussi, voir qu'est-ce qui se passait. Donc, si vous avez la chance de faire ça, en plus de suivre les budgets, c'est idéal parce que combien de fois j'ai reçu une facture? Il m'avait facturé, par exemple, 50 heures, mais dans les faits, il y avait juste 30 heures. Puis, ah oui, j'avais oublié, le gars était parti à 4 heures ou était parti à midi cette journée-là. Ah, puis toi, tu le savais? Non, moi, je le savais. Je le savais, puis jamais on s'est astiné là-dessus parce qu'ils savaient que je tenais mon registre, puis que souvent que j'étais plus précis qu'eux autres. Fait que j'ai sauvé beaucoup de coups là-dessus et surtout d'astinage et d'engueulage. Donc voilà. Fait que ça, c'était pour le volet gestion. Ça, c'est la dernière. Oui, dernière. Ce qu'on ferait de différent, je ne suis pas sûr que je prendrais à l'heure parce que, comme je vous ai dit, à cause du SIDEX, notamment le 30 000 à cause de tout le tapage, le volet, là, minutie et d'étanchéité, probablement que ça a pris plus de temps parce que les gars prenaient plus de temps. Mais ils l'ont fait comme il faut. S'il avait été à job, il ne l'aurait peut-être pas fait aussi bien. Fait que, tu sais, j'écris ça, mais en même temps, j'ai une retenue parce que mon perfectionnisme me dit que je n'ai pas regretté le fait que c'est bien fait. Par contre, l'électricien que j'ai engagé moi-même, là, je l'aurais donné avec le général parce que le général m'a quand même donné la garantie GCR 5 ans pour tout ce que lui a touché. Et là, si l'électricien, mon FlexTherm ne marchait pas, j'aurais été obligé de me battre avec l'électricien pour dire « Hey, on casse le béton puis tu me réinstalles du FlexTherm dans le plancher. » Ça n'aurait pas été le fun. Heureusement, il n'y a rien arrivé là, de ça. Mais là, je me dis, après coup, crime, j'aurais pu passer ça sur la garantie GCR si j'avais eu l'idée de mettre mon électricien sous la responsabilité du général. Fait que ça, si c'était à refaire, je le ferais. Oui, je comprends. Parce que dans le fond, ce que j'ai sauvé, c'est le 10 j'ai eu mais je pense que ça vaut plus que 10 ça a coûté quoi, 20 000, non, 30 000 l'électricien? Mais j'ai sauvé 3 000 $, mais ça a coûté pas mal plus que 3 000 pour défaire le béton et réinstaller un plancher. Fait mais c'est un gambling qui, dans ce cas-ci, a bien tourné. Oui, ça a bien tourné pour moi. L'isolation qu'on a vue, Stéphane, avec les deux couches de styrofoam puis le polyéthylène vert, si c'était à refaire, probablement je le referais à l'uréthane. Parce que le temps qu'on a mis là-dessus, c'est incroyablement le taping, de placer le polyéthylène vert, c'est fou, là. Les gars, ils arrivent à l'uréthane. J'aime pas l'uréthane, mais c'est quand même du styrofoam quand même là, qu'on a mis. Fait écologiquement parlant, je pense qu'on aurait sauvé beaucoup. Pour mettre sous la dalle, les styrofoams, effectivement, c'est les dérivés de pétrole là, sont résistants à l'eau. Sous la dalle, à ce moment-là, c'est un uréthane qui est les cellules fermées. Donc, ça équivaut à un styrofoam extrudé. Puis effectivement, là, ça coule, ça colle, ça scelle. C'est irrégulier un peu sur le dessus, là, par exemple. Mais j'imagine que ça doit sauver du temps, c'est sûr. Je pense, en tout cas. Écoute, tout le monde me conseillait ça. Moi, je suis allé avec l'idée, pour tout le monde, beaucoup de gens. Moi, je suis allé avec la première idée. Je l'ai regretté en termes de temps, mais en termes de qualité de finition, c'est parfait. Là. C'est juste que ça coûte plus cher. Puis bon, SIDEX, si on avait réagi avant, on aurait sauvé beaucoup de sous. Là. Et est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires de la part des gens qui sont restés avec nous? Oui, c'est ça. J'en ai perdu beaucoup en chemin, là, désolé. Ah, pas énormément. Pas de temps. Peut-être juste parce qu'on a dépassé un petit peu. Oui, Judith, vas-y. Ouvre ton micro. Je veux juste vous féliciter pour ce que vous avez fait. C'est super.
Moi, j'ai bâti ma propre maison passive et tout, puis je sais qu'est-ce que c'est le faire nous autres mêmes. C'est pas évident, puis avoir un constructeur et tout, puis dealer avec tous les gens. Fait que félicitations. Vraiment, c'est vraiment bien réussi. Ben merci, Judith, c'est bien gentil. Oui, beau projet. Vous n'êtes pas encore rendu à vous reposer, mais ça s'en vient. Ouais. Ben, on a déménagé au mois d'avril, donc on est quand même dedans depuis 6 mois. OK, c'est pas si On a profité de l'été. Et puis, on a profité de la terrasse. Donc, l'aménagement paysager s'est fait cet été. Puis, on a semé là, au mois de septembre. Donc, là, ça a poussé. Ça a eu le temps de pousser avant que le froid arrive. Donc, on est content. Là, il reste juste la pompe. Le reste, c'est presque fini. L'aménagement du garage, là, on ne vous a pas montré ça parce que c'est pas montrable. Mais sinon, le reste est pas mal fini. J'ai hâte de mettre ma pompe, mais ça va probablement aller jusqu'au printemps prochain parce que là, il faut couper l'eau l'hiver. Là, on peut pas utiliser la pompe l'hiver. Excellent, merci Judith du commentaire. Donc ça va, pas d'autres questions. C'était clair, hein? Ça paraissait que tu es un gestionnaire de projet informatique, c'était très bien préparé. Et peut-être pour le bénéfice, Stéphane, s'il y en a qui le veulent, évidemment, il y a le document que Stéphane nous a présenté, mais moi j'avais un document Word d'une dizaine de pages qui explique toute la chronologie, toutes les étapes. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés d'avoir ce document-là. Donc, si vous voulez l'avoir, j'affiche le courriel pour les là en note. Donc, en écrivant à jeandrainville@yahoo.com. Il va falloir travailler un peu, là, peut-être quelques heures ou quelques jours avant de remettre le format qu'on puisse vous l'envoyer. Mais si vous envoyez un petit courriel à Jean ou à moi, on s'occupera de vous faire parvenir la version PDF avec le budget réduit, là, probablement, là, pas le budget détaillé. C'est ceux qui, je pense, qui étaient exclusivement en personne avec nous que vous avez pu en profiter et l'avoir. Je vais regarder dans le chat. Merci à tout le monde là, qui se sont joints. Puis qui donc tout le monde est bien content d'avoir pu avoir les détails, même si ça a dépassé un petit peu. Parfait. Ouais, tout le monde est content. Ben, c'est excellent. Puis moi, d'autant plus. Je vous remercie beaucoup, infiniment même. Ça a été, j'ai réussi à prendre contact avec toi assez d'avance, puis là, ça t'a permis de faire. Oui, exact. Puis j'avoue que Solutions ERA nous a aidé beaucoup là-dedans. Moi, c'est une expérience incroyable. À l'Oasis. Oui, aussi, c'était le fun en vrai. Oui. Puis, j'ai pas dit, mais on a aussi consulté Benoît Lavigueur. J'ai pris 2 sessions avec lui pour qu'il m'aide en début de projet. Donc, ça aussi, des contacts qu'on a eus. Boursier Ventilation qui me vient de justement, Benoît, qui m'avait référé à eux pour la ventilation. Une firme incroyable. Là. Fait que, tous les contacts que je suis allé chercher là, moi, Solutions ERA, c'est grâce à eux là, Puis toi aussi, Stéphane, que j'ai contacté à plusieurs reprises pendant on s'est parlé quelques fois. Avant. Donc, merci 1000 fois parce que tu as été d'un grand appui là, pendant la construction. Ben, ça fait un plaisir, puis tout le temps le fun en plus de voir le résultat, puis de constater ce que ça donne, puis que vous êtes dedans, ça a fonctionné. Oui. Mais bon, il y a tout le temps des surplus, des dépassements, surprises. Puis des imprévus, puis des. Bon. On va retourner travailler une couple d'années, puis on c'est ça. Mais la valeur, elle va être là. La valeur, elle va être là, puis le coût, la dépense énergétique, elle ne devrait pas être trop élevée. Je ne penserais pas. Parce qu'on. Ça ne devrait pas être trop élevé. Le confort, la stabilité de la température avec les dalles de béton, les ombrières. Non, ça ne coûtera pas très cher, je pense, là, effectivement. Puis évidemment, d'avoir le petit-fils à côté qui arrive, ben ça console tous nos petits chagrins. Oui, ça doit être le fun. D'ailleurs, anecdote, c'était notre mascotte du chantier. Tous les jours, il venait avec sa mère, puis on connaissait tous les employés par leur nom. Il y avait 1 an et demi, puis c'était vraiment la mascotte. C'était incroyable. On a eu du plaisir. Là. Lui, les pépines et tout ça. Oui, les machines. Ouais. Merci encore. Merci à tout le monde qui est venu. L'enregistrement va être dans Visite de maison inspirante et non pas dans les reprises de Mort Direct, dans les compléments. Fait qu'on va quand même prendre le temps de faire un petit montage. Mais dans l'académie, ça va être la vidéo telle quelle. Parce que c'est juste les étudiants qui y ont accès. Puis la vidéo va se retrouver sur YouTube probablement dans une semaine ou quelque chose comme ça avec le montage où on va couper. On va couper ma disparition au début où je n'avais pas de caméra, puis on va couper le budget détaillé. Hey, merci encore, Jean et Chantal. Merci à vous autres. C'était un plaisir. Merci tout le monde.
soirée. Merci. Bye bye. Très, très apprécié. Bye bye tout le monde. On se retrouve dans 2 semaines en mardi direct avec Chantal Chevalier sur le financement de projet. Donc, si ça vous intéresse, on se revoit dans 2 semaines. Bye bye tout le monde. Merci Stéphane. Merci. Bye bye. Un Ça fait plaisir. un plaisir. Bye bye. Bonne fin de soirée. Merci d'être venu, d'avoir pris ce moment. Au mardi rec, tout devient évident. On espère qu'ici, vous avez tout trouvé, des réponses claires pour mieux avancer. Chaque idée partagée éclaire le chemin. Des projets porteurs d'un avenir serein. Une maison vivante, un rêve florissant. Avec vos efforts, tout devient captivant. Merci d'être là, de croire en cette mission. De rêver demain avec conviction. Partagez ce savoir, portez cette vision et revenez bientôt à cette émission. Votre temps est précieux, votre voix importante. Chaque pas compte dans cette quête vivante. Continuez d'agir sur les épaules de géants. Vous êtes l'espoir d'un monde rayonnant. Merci d'être là pour construire la solution. De bâtir demain avec conviction. Transmets ce savoir, partage cette vision et reviens au mardi direct pour chaque question. Merci pour votre présence et cette connexion. Toujours un plaisir de partager cette passion. À bientôt pour forger un monde inspiré, un avenir meilleur, ensemble imaginé.